Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 73e épisode du Bulletin GP. Pas d'intro avec de la musique aujourd'hui parce qu'on a un gros show pour vous. Évidemment, on va revenir sur l'annulation du Grand Prix du Canada ainsi que l'arrivée des courses sprint qui a été annoncée cette semaine. Mais on va parler un peu de Formule électrique et d'IndyCar. Avant d'accueillir Anna Maria et Marc-André, j'ai un éditorial assez important. En même temps qu'on annonçait l'annulation de l'édition 2021 du Grand Prix du Canada, qui sera remplacée par le Grand Prix de Turquie du 11 au 13 juin, une nouvelle choc est sortie en même temps. L'attaquant du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin, ratera plusieurs matchs pour des raisons personnelles que le club et l'entourage du joueur ne veulent pas dévoiler. Ils ont demandé le respect de la vie privée de Drouin. Bon, on ne sait pas c'est quoi les raisons personnelles et on ne veut pas rentrer là-dedans. Mon point, en fait, c'est parce que il y a eu beaucoup de spéculations concernant la santé mentale, psychologique de Jonathan Drouin, du numéro 27. Les conversations et débats qu'on a entendus aujourd'hui, mercredi au moment où on enregistre cet épisode, sont devenus en quelque sorte un genre d'examen de conscience. Si je reprends l'analyste des matchs du Canadien, Marc Denis. D'ailleurs, je pense que c'est quoi, 3-0 pour les Maple Leafs au moment où on enregistre. Montréal, hôte du Grand Prix du Canada depuis 1978, est un marché très élevé en matière de hockey. C'est notre pain et le beurre. On en parle dans toutes sortes de sphères, que ce soit dans les politiques, les arts et spectacles, l'économie, name it. Il y a toujours, quand il y a question de Canadiens, on en parle, c'est un gros marché. Donc, pour ceux qui nous écoutent en France, c'est l'équivalent un peu du Real Madrid au foot ou des Yankees de New York au baseball. C'est un club légendaire. Non, ça compte pas comme une référence soccer. Et je cite l'attaquant Philippe Danault du Canadien. Montréal, c'est tellement gros, c'est tellement de gros up et de gros down, il n'y a pas de milieu. En tant que Québécois, vous devez, et surtout en tant que Québécois, vous devez performer comme si vous étiez des Maurice Richard, en fait. Qui, pour les amis outre-mer, c'est l'idole emblématique du Canadien de Montréal. Mais en lisant et en apprenant cette nouvelle, ça m'a fait penser à un texte que j'avais écrit sur la santé mentale en Formule 1 à la fin du mois de janvier, lors de la journée Belle Cause, qui est en fait une campagne où, en écrivant des tweets avec le mot-clic Belle Cause, il y a des fonds qui sont remis à des organismes de santé mentale. En gros, pour résumer, j'avais écrit que, comme pour les hockeyeurs et les autres sportifs, la Formule 1, les pilotes de Formule 1 sont des êtres humains. Ils ont des émotions comme nous. Et je vais citer un petit passage. La Formule 1 est un sport où plusieurs éléments peuvent nuire au bien-être mental. Par exemple, les performances. Naturellement, un côté néfaste. Si le pilote ne livre pas la marchandise, il peut être remplacé soit sur le champ ou après une saison au détriment d'un autre. La Formule 1, c'est un je me moi continuel. Chacun participe pour soi, autant les pilotes que pour les dirigeants. Et dans ce sport, c'est pas quelque chose qui est tellement abordé parce que on dit que vous êtes faible. Il y a une autre tangente aussi qui dérange. Ce sont évidemment les réseaux sociaux. S'il y a un truc dévastateur, entre autres, c'est l'Internet. Les réseaux sociaux sont géniaux pour créer un pont entre le sport, les athlètes et leurs fans. Mais parfois, voire même très souvent, ça peut devenir néfaste. Je pense à des pilotes comme Lance Stroll, Valtteri Bottas, Romain Grosjean dans le passé, et même Sir Lewis Hamilton. Je cite ces pilotes parce que ce sont ceux qui reçoivent constamment des messages pas très agréables sur une base routinière sur leur compte. Quand il s'agit de Lance Stroll, c'est tout ce qui est en matière de fils à papa qui a acheté sa voix en Formule 1, malgré le fait qu'il a une pole position, qu'il soit parti en première ligne et qu'il a déjà 3 podiums à son compte. Et le hate, évidemment, a baissé
Surtout après ce qu'on a vu la saison dernière. Pour Valtteri Bottas, c'est parce que les gens pensent qu'il doit être comme Nico Rosberg, donc tout le temps challenger Lewis Hamilton course après course. Pour Romain Grosjean, avant son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn, il était le dindon de la force en raison de ses accidents. Et je cite évidemment Bakou 2018. Et quand il publiait ses mises à jour sur sa vie hors F1, avant ce dit accident, des personnes mal intentionnées lui rappelaient ses mauvais moments. Lire ses accidents, dont celui de Bakou 2018 ou Silverstone 2019, dans la ligne des puits. Finalement, et il y a aussi Sir Lewis Hamilton qui est insulté de partout. Parce que c'est le meilleur. On dit, c'est parce que c'est la voiture. Et aussi parce que, à cause de ses mobilisations anti-racisme et environnementales. Il y a même Nikita Mazepin qui n'est pas épargné. Je sais que c'est un sujet très épineux à chaque fois qu'on parle de ce nom. Mais il n'est pas épargné malgré sa très mauvaise réputation et il la mérite. Il faut qu'on se le dise. Ses actions de décembre dernier ainsi que ses frasques ne l'aident pas, mais ce n'est pas une raison de le descendre à tous les jours. Et je n'exagère même pas. Faire des mimes sur ses têtes à queue, c'est contre-productif et n'aide pas la cause des gens qui ont vraiment vécu des crimes à caractère sexuel. Ces pilotes sont habitués à ces colibets énervants. Et je parle de Grosjean. Lui, il a décidé, il en a assez, il va répliquer à ceux qui sont tellement impoli avec lui. Il a décidé de répliquer de manière intelligente. Alors, c'est une bonne chose au final que Sébastien Vettel, par exemple, ne possède aucun compte sur les réseaux sociaux, parce que si jamais vous aviez vu le nombre de commentaires de memes qui sont sortis après sa coupe de cheveux au cours de l'hiver. En gros, on a le droit de penser qu'on n'a pas aimé les performances. C'est quelque chose de normal. Les pilotes sont habitués à la critique. Mais s'en prendre à eux de manière personnelle, ça va trop loin. Alors, je le répète, les pilotes de F1, comme les hockeyeurs, sont des êtres humains comme nous tous. Alors, j'espère que, même si on ne sait pas c'est quoi les raisons personnelles de Jonathan Drouin, j'espère que ce qu'on a appris aujourd'hui va être un examen de conscience de comment on traite nos sportifs, comment on traite tout l'entourage, entre autres sur les réseaux sociaux, mais dans les tribunes aussi, quand on veut parler des performances d'un sportif. Alors, c'était mon éditorial du jour, de la semaine, en espérant ne pas en faire beaucoup non plus. Alors, on va accueillir cette fois-ci après quoi? 8 minutes de tirade. Anna-Maria et Marc-André Fortin, salut à vous deux. Salut Abdou. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Salut Anna-Maria Mercado-Lopez. Salut à deux. Comment vas-tu? Ça va bien. Parfait. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec... parce qu'on a un gros show aujourd'hui. On va parler évidemment de la nouvelle qui est sortie en ce mercredi au moment où on enregistre. L'annulation officielle du Grand Prix du Canada 2021 après des semaines où on disait c'est quand qu'on va avoir l'annulation. Maintenant c'est fait et c'est le Grand Prix de Turquie qui va être remplacé, mais dans tout cela il y a eu un compromis. Les 2 éditions perdues pour le Grand Prix du Canada vont être reprises pour 2030 et 2031. En gros, le contrat qui devait se terminer en 2029 se terminera finalement en 2031. Alors, je voudrais avoir vos réactions un peu à chaud, si on peut dire. Je vais commencer avec Marc-André parce que Anna-Maria, on en avait parlé il y a 2 semaines de cela lorsqu'on avait fait notre émission spéciale. Écoute, Abdou, c'est pas surprenant. Je pense que ça fait des semaines qu'on attend cette fameuse décision, là. On en parle depuis la semaine de Pâques que c'est possible
que le Grand Prix soit annulé, même que la décision devait être prise avant et ça tardait à se faire. Maintenant, on peut passer à 2022. C'est une bonne chose que ça soit annoncé puis qu'on puisse passer à autre chose. Est-ce que c'est décevant en tant que tel? Oui, hein, mais en même temps, ça aurait été à huis clos, on n'aurait pas pu y aller. Ouais. Puis la seule inquiétude, en fait, de ne pas présenter l'édition aujourd'hui, c'était que le contrat soit brisé ou qu'il y ait des conséquences plus graves dans les prochaines années concernant l'annulation du Grand Prix. Et finalement, on nous annonce qu'il y a eu un partenariat entre les paliers de gouvernement et la Formule 1 pour obtenir le Grand Prix en 2020, en 2030 et en 2031. Donc, on ne perd pas les 2 années, bien sûr. Maintenant, c'est l'après qui va être intéressant à suivre dans 10 ans. C'est très loin, vous allez dire, mais c'est l'après qui va être intéressant. Moi, je trouve qu'on a perdu une belle occasion sans avoir une dette envers la Formule 1, de pouvoir les aider puis de pouvoir montrer qu'on avait vraiment de l'intérêt de la Formule 1. Chose qui est pas toujours facile au Québec, on va se le dire, que c'est un sujet qui est très chaud. Tu as des amateurs qui en veulent de la Formule 1 au Canada, qui en veulent à Montréal, puis il y en a d'autres qui trouvent que c'est une dépense qu'on garnit en tant que tel les poches des riches. Mais j'ai hâte de voir comment tout ça va préconiser en 2030. Et évidemment, c'est bien qu'on parle de côté financier parce que ça a été d'abord annoncé par le magazine Pole Position qui allait avoir l'annulation au cours de la soirée de mardi. Et la presse a corroboré les dires comme quoi il va y avoir annulation. Et ensuite, à 11h30, il y a eu la confirmation. Et justement, concernant l'argent, en 2030, les gouvernements, et je cite l'article de la presse, les gouvernements vont payer 25 millions de dollars à Liberty Media et en 2031, ce sera 26 millions. Donc, c'est plus une hausse des subventions annuelles version la Formule 1. C'est 5 millions par an par rapport au contrat précédent. Et il faut noter aussi que je pense qu'il y avait entre 2025 et 2029 une hausse de la contribution gouvernementale qui passerait à environ 19,7 millions. Mm-hmm. Donc, poursuivre l'inflation. Exactement, poursuivre l'inflation, mais pour garder ces 2 années perdues, ça avait un prix au final. Toi, Anna, oui, vas-y, Marc-Henri. Si je peux ajouter un petit dernier truc concernant les chiffres et les montants, je dirais que présentement, ça donne une idée du prix que ça va coûter pour confirmer le Grand Prix après 2031. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus cher que 25 millions. On va s'entendre que présentement, c'est le plancher. Là. Ils viennent tout juste de nous montrer que le prix va être plus élevé et ils nous donnent à peu près un montant. Mais moi, je pense qu'on pourrait peut-être tourner vers les 30 millions, 30 quelques. Ça devient beaucoup d'argent, on va s'entendre, mais on verra. Et toi, Anna Maria, ta réaction concernant l'annulation officielle du Grand Prix du Canada cette année? Oui, comme l'avait dit Marc-André, on était déjà un peu préparé. On savait que ça a été comme... ça aurait été annulé de toute façon, mais il y avait peur c'est ça, des contrats qui étaient en fait avancés jusqu'à 2031, fait que ça fait un peu ça relaxe un petit peu. Aussi, je vois que l'apport de perdre l'événement, ça fait que le gouvernement a mis un petit peu de l'avance pour subventionner, que c'est pas une mauvaise chose, parce que je dis oui, peut-être il y a beaucoup d'argent qui va là-dedans, mais c'est comme le plus gros événement international au Canada au complet. Oui. C'était à Montréal et il fallait le garder. C'est quelque chose d'important et il faut comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui connaît Montréal, Québec, c'est juste parce qu'il y a Gilles, parce qu'il y a la Formule 1. Et c'est le rêve de beaucoup de fans de venir ici, puis il faut garder ça parce que
c'est bien pour le tourisme aussi, le Mhm. Marc-André. Et il y a aussi que faut pas l'oublier, mais en Europe, le Grand Prix du Canada est à l'heure des grandes écoutes en France Oui. et que c'est habituellement l'un des Grands Prix les plus écoutés. Et ça permet de montrer à quel point Montréal est une belle ville. Et on est chanceux de l'avoir au Québec parce que ça pourrait très bien être à Vancouver, ça pourrait être à Toronto, ça pourrait être dans plus. Ben oui, ok. Abdou a une objection. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être dans plusieurs autres villes au Canada. C'est nous qui avons la chance d'avoir tous les bienfaits, d'avoir les touristes, les commerçants peuvent se renflouer, peuvent avoir une certaine sécurité durant l'année parce que ils disent tous, pendant une fin de semaine, ils font à peu près assez d'argent. Ils font à peu près le même montant d'argent qu'ils feraient durant 2 mois. Et ça, je pense que ça veut dire beaucoup pour les commerçants. Justement, juste avant d'entrer en ondes, je vous partageais une histoire que j'ai rencontré des gens et des, des messieurs dans la rue des fois, puis il y a quelques fois que la Formule 1 vient sur le sujet et ce monsieur en tant que tel chialait un peu sur le fait que le gouvernement donnait beaucoup d'argent à la Formule 1 pour accueillir le Grand Prix. Et ce que je lui disais, c'est je l'invitais tout simplement à aller rencontrer un commerçant pendant la fin de semaine des Grand Prix à Montréal pour voir à quel point c'était important pour lui, pour son magasin, pour son portefeuille et pour la rentabilité de son magasin. Et je sais pas si le monsieur est allé. J'imagine que non, mais au moins, j'avais fait ma petite effort de montrer que c'est oui, ça peut paraître énorme. Et là, les chiffres commencent à être très hauts. Là, 25 millions, 26 millions, c'est beaucoup d'argent, on se l'avoue, pour un seul week-end. Mais c'est des avantages qui sont vraiment importants pour Montréal. Puis d'ailleurs, on se rappelle que le Canada a promis 5 millions sur 3 ans pour faire de la promotion ailleurs en Europe et partout dans le monde pour que les gens soient plus tentés à venir à Montréal. Et moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. À défaut de ne pas avoir cette visibilité cette année, on va l'avoir dans les prochaines années en mettant un peu d'argent en Europe pour accueillir des gens qui, à la place d'aller peut-être en Belgique, ben, ils vont décider de venir au Grand Prix de Montréal parce qu'ils vont avoir vu une petite publicité passer entre deux émissions. Et Je sais pas si c'est comme ça qu'ils vont faire, mais on va voir. Écoute, il faut être inventif. Laisser oui. libre, il faut laisser sa liberté créative prendre de l'avant. Et, petite précision aussi, Marc-André. Personnellement, je pense qu'on est encore chanceux d'avoir un Grand Prix du Canada tout court parce que à Vancouver, il y avait eu la course d'IndyCar. C'est parti parce que la population trouvait que c'était trop bruyant. Et même si... Saint-Lambert. ouais, mais Ouais, mais au moins les c'était... électriques ils font pas trop de bruit. Et en plus, les nouvelles B6 Turbo, ça fait pas trop de bruit. Non, c'est ça, Oui. mais c'est parce que c'était au beau milieu du centre-ville, alors je peux comprendre, contrairement à Saint-Lambert. Mais Mais ça bon, l'embête pour nous, c'est plus pire les Hochelaga, ça fait des bruits. Tout est trop bruyant pour Saint-Lambert. ouais, moi je porterai pas de jugement sur le peuple du Rive-Sud. Il y en a peut-être qui nous écoutent et qui vont probablement m'envoyer des mots gentils. Non, c'est la faute de Marc-André, c'est tout. Ouais, je vais envoyer ça à Marc-André. Mais non, Envoyez-moi tout ça. mais non, je ne pense pas. Vancouver n'est grandement pas intéressé à l'IndyCar et encore moins à la Formule 1. Peut-être à la Formule électrique, on verra ça. Toronto a déjà essayé d'avoir un Grand Prix de Formule 1 dans les rues où se trouve justement la course d'IndyCar avant que ça vienne à Montréal. Ça a été refusé par la population et ça me surprendrait aussi qu'il y ait que la vie change. Donc on est très chanceux d'avoir un Grand Prix du Canada tout simplement. Et je pense que Montréal, c'est la destination parfaite à cause du Oui. mélange nord-américain et européen. Alors, c'est un luxe qu'on a, puis je comprends, il faut l'entretenir. Moi, ma seule question, c'est jusqu'à quand? Parce que c'est sûr que il va y avoir de la surenchère. On parle probablement d'accueillir d'autres courses, surtout en Afrique, dans des pays africains. À un moment donné, il y aura peut-être
beaucoup de Grands Prix qui vont vouloir accueillir des courses, alors il va falloir faire une sélection. Est-ce que le Canada va être encore, est-ce que les gouvernements canadiens vont être encore en 2030-2031 intéressés à accueillir des Grands Prix de Formule 1 tout en sachant qu'il va y avoir probablement de la surenchère? On ne sait pas. Ça va être intéressant à suivre. Moi, j'ai toujours dit que la façon dont on souhaite la Formule 1 à Montréal, c'est un peu comme une pyramide. Donc, tu as la base qui est Tourisme Montréal qui souhaite ardemment avoir le Grand Prix. Ensuite, ils cognent à la porte de la ville de Montréal et ils disent « Hey, le Grand Prix, on veut le garder. » Montréal dit oui. Là, Montréal va voir Québec. Québec dit « Ah, ben oui, c'est bien trop intéressant, on va le prendre. » L'affaire qui est moins certaine, c'est toujours le gouvernement du Canada. Parce que oui, c'est écrit le Grand Prix du Canada, mais l'argent et les redevances sont surtout concentrées au Québec et à Montréal. Donc, c'est moins payant pour les autres provinces. Est-ce que ça va faire mal un jour dans les négociations entre les provinces? Peut-être. L'avenir nous le dira. On est à 10 ans du renouvellement, donc c'est certain que on est très loin. Mais j'ai hâte de voir la suite. Puis, juste comme je vous disais dans une conversation privée, je pense que je vais en profiter pour les 10 prochaines années. Puis si ça part, ben, je vais en avoir profité. Le seul regret, c'est je vais pas pouvoir aller peut-être un jour voir la Formule 1 avec mon futur fils si j'en ai un jour. On sait pas. On te le souhaite. On te le souhaite, Marc-André. Et puis, avant que je laisse parler à Anna Maria pour le dernier segment sur le Grand Prix du Canada, tu sais, je pense que c'est pas obligé non plus que le gouvernement canadien subventionne, parce que je pense entre autres au Mexique qui a arrêté de subventionner le Grand Prix du Mexique, et le titre officiel, c'est le Grand Prix de Mexico City. Le Grand Prix du Brésil aussi, c'est devenu le Grand Prix de Sao Paulo. Donc, parce qu'il y a eu une restructuration du contrat en fonction, en fait, de des subventions données par les gouvernements nationaux. Alors, si le Grand Prix du Canada, si le gouvernement canadien devait arrêter les subventions et que Québec et Montréal continuaient, peut-être qu'on pourrait avoir le Grand Prix de Montréal ou le Grand Prix du Québec. Ou le Grand Prix de Québec. Ouais. Ça serait une bonne chose. Ouais, c'est ça. Donc, Anna Maria, tu veux compléter pour le Grand Prix du Canada 2021? Le non-Grand Prix du Canada 2021. C'est juste que c'est regrettable quand même parce que mon été, ça commence là, mais on ne voit pas cette année en plus. On ne voit pas l'été venir parce qu'on dit le Grand Prix du Canada, même si tout ne va pas, c'est ça, l'été. Montréal, ça commence là au Grand Prix du Canada et c'est quand même triste qu'on n'a pas de Grand Prix, mais c'est sûr, j'espère que la chose va aller mieux et que tout sera pour le bien-être de tout le monde. C'est ça le plus important qu'il faut préciser, parce que oui, on est des fans de Formule 1, on veut que notre sport soit présent dans notre pays comme prévu, mais en même temps, on est dans une pandémie. Alors, en ce moment, et il faut aussi le préciser, concernant la bulle sanitaire, je comprends les craintes de la santé publique de Montréal de ne pas tenir un Grand Prix. Mais il ne faut pas oublier aussi que les tests sont très rigoureux en Formule 1. Puis le taux de... Plusieurs pilotes sont vaccinés en plus. Ouais, il y a quelques pilotes qui sont vaccinés, quelques membres d'écurie aussi qui le sont. Donc, ça aussi, ça peut être un avantage. Et le taux de cas positifs dans les tests, entre autres la saison dernière. Quand même. 0,1% quand même sur... c'est rien, là. C'est rien, donc... Ça prouve que ça fonctionne. Puis, si je t'arrête quelques secondes, tu reprendras après. J'ai une petite intervention comme ça. Oui, vas-y. On voit que le gouvernement du Canada est très, très, très... pas enclin à accueillir du sport. D'ailleurs, si le Canadien fait les séries, probablement qu'ils vont devoir déménager aux États-Unis pour accueillir les séries. Et encore là, c'est les hommes, selon moi, qui sont pratiquement les plus testés. Ils ont l'argent pour justement s'assurer que leur population, leurs joueurs soient
sans COVID-19, bien sûr. Il est possible qu'il y ait des petites éclosions à l'occasion, mais et on l'a vu avec les Canucks de Vancouver. Mais quand même, je pense que ça semble quand même sécuritaire. Mais bon, je comprends à quel point on veut ne pas prendre de chance et on veut s'assurer. C'est quand même 1000 personnes, à peu près 1000 à 1300 personnes, je crois, qui auraient arrivé à Montréal de partout au monde. Donc, je peux comprendre, mais c'est ça, c'est regrettable, mais on va le prendre. Puis en 2022, on va être de retour. Puis Ouais. C'est ça. Llegar mon billet encore. Ouais, garde-le précisément. Et puis aussi, il faut préciser, parce que, et je pense à ça, il y a le championnat du monde de hockey féminin qui était supposé avoir lieu en Nouvelle-Écosse et qui a été malheureusement annulé dernière minute. C'était pas très cool de la part du gouvernement néo-écossais, mais avec les cas qui montent là-bas, je peux comprendre. Donc, ce serait mieux de ne pas faire d'exception seulement pour un événement parce que ça coûte de l'argent. Donc, je pense qu'on va passer notre tour du Grand Prix du Canada et regarder le Grand Prix de Turquie aussi. Donc, vous êtes pas mal excité. Est-ce que vous êtes excité de revoir le Grand Prix de Turquie? Est-ce que vous voulez que le Grand Prix de Turquie revienne sur une base permanente? Ben, j'ai apprécié l'an dernier. Je pense que le spectacle était raisonnable. C'était pas extraordinaire, puis c'était pas wow, mais c'était pas plate non plus, un peu comme on se souviendra du Grand Prix de France 2010. Ou de plusieurs Grands Prix de Russie. Oui, Ouais. exact. Mais Il y a des pour justes des... milieux, puis la Ouais. Turquie, je trouve qu'elle est là. Mais la puis- Turquie est bien. Oui, c'est un beau circuit. Je pense que Oui, bien, comme circuit, c'est de mes favoris. Comme circuit, c'est dommage parce que là-bas, le public, il va pas, c'est difficile, mais c'est ça. Comme des courses à huis clos, c'est parfait. Mhm. C'est un bon circuit et c'est bien. Les pilotes aiment ça aussi, les circuits, et pour nous, c'est un bon spectacle. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit une course sur piste sèche parce que l'année dernière, ben, on a eu vraiment des conditions atroces. Parce que je pense ces voitures, parce que il faut qu'on en profite sur un circuit qui est. Non. Ben, surtout le virage 8 avec ces bolides là. Oh, j'ai hâte de voir les vitesses de ces gens-là. Bon, Anna Maria est pas d'accord. Ok, c'est correct. Non, non. C'est correct. Et j'aime ça que ça soit mouillé. Un peu de pluie, c'est juste pour, comme on disait, Pimenté. pour un peu d'incertitude, là. comme on Pour disait, voir AlphaTauri décider de mettre des pneus de pluie alors que tout le monde est intermédiaire. c'est qui disait, le fin de semaine, la Formule 1, je ne sais pas c'est qui disait, je voudrais que ça soit mouillé à chaque course, un petit peu juste pour l'effort. Ah, ben tiens, on va parler Ah, de c'est, Formule 1 après. C'est Moi Bertrand aussi, je Godin. voudrais ça. Ah, et on salue Bertrand si jamais il nous écoute. Il fait un travail magnifique à l'analyse des courses de Formule 1. Et évidemment, Charles-Antoine Sinotte aussi, qui est remarquable et qui C'est très est. vivant, c'est très agréable à écouter. Félicitations à vous si Oui. vous nous écoutez. Bravo. Exactement. Ben, de toute façon, on va parler de Formule 1 après. Mais là, on va parler de quelque chose, je pense, qui est encore plus important que le Grand Prix du Canada. Ce sont les fameuses courses sprint. Parce que finalement, après un vote unanime de la part des pilotes, les courses sprint ont été approuvées. On va en avoir 3 cette année. En fait, il y en a déjà un qui a été confirmé et ce sera à Silverstone. Donc ça, c'était déjà prévu dans les plans que la Formule 1 voulait aller tester le projet de course sprint à Silverstone. On parlerait de Monza en Italie et probablement le Grand Prix du Brésil, mais le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil. Donc, Mais c'est Monza qui remplace Canada parce qu'il était prévu ici. c'est vrai. Et c'est ça, Monza, le Grand Prix du Canada était supposé être la première épreuve test
Mais malheureusement, on devra attendre. On ne sait même pas si on va avoir des courses sprint pour 2022, on verra ça. Sinon, je vous explique en fait comment le format, le format de cette course sprint, en fait. Donc, ce seront des courses de 100 km, donc le tiers de la distance d'un Grand Prix de Formule 1 qui a une distance de 305 km. Donc, on parle d'à peu près 14 et 15 tours. Ça aura lieu le samedi. Et les pilotes vont avoir deux trains de pneus qu'ils vont pouvoir choisir librement. Et avec le fait que les courses sprint auront lieu le samedi, il y a eu une restructuration du format d'un week-end de Grand Prix. Ce qui veut dire que le vendredi, on aura une séance d'essai libre de 60 minutes avec 2 trains de pneus par pilote qui pourront être choisis librement. Ensuite, en après-midi, ce seront les qualifications normales qu'on voit le samedi, donc les Q1, Q2, Q3, mais il va y avoir 5 trains de pneus tendres disponibles seulement. Donc, pas de pneus médium comme on le voit par exemple en Q2 parce qu'on veut éviter d'avoir à faire des relais courts. Ensuite, ensuite, le samedi matin, ce sera la deuxième séance d'essai de 60 minutes avec un trait de pneus par pilote qui pourra être choisi librement. Donc, on va faire les tests avant la course sprint qui aura lieu dans l'après-midi. Et dimanche, ce sera le Grand Prix habituel, le Grand Prix avec ses 305 km prévus avec le train de pneus restant. Aussi, les qualifications vont déterminer la course sprint vont déterminer la grille de départ pour la course de dimanche et ça va compter pour des points au championnat puisque le vainqueur, celui qui va obtenir la pole position va obtenir 3 points, celui qui termine deuxième va en avoir 2 et celui qui va être troisième va obtenir 1 point. Alors, que pensez-vous de ces fameuses courses sprint? Et je vais commencer avec Anna Maria. J'ai gardé tous les points négatifs pour moi parce que je sais que Marc-André aime beaucoup ça. On a oublié quelque chose. Ils vont donner des trophées pour la course sprint, mais pas podium. Non, c'est ça. Il n'y aura pas de podium parce que c'est pas une course en tant que telle. C'est juste pour déterminer l'ordre de la grille de départ pour la course de dimanche. Regarde, j'ai comme un des points négatifs que, en tout cas, je vais le dire, j'aime pas ça, la course sprint. Mais si ça serait une course juste pour une 12e course, c'est parfait. Mais pour une course qualif, non. Parce que ça va contre l'esprit de la Formule 1, la vitesse et tout, parce que les pilotes ils vont essayer de parler vite, de faire attention, parce que besoin la voiture le jour après, c'est pas pareil une course qu'un qualif, mais que ça c'est une chose. Une autre chose, c'est que la qualif normale, ça serait vendredi. Ouais, exact. Vendredi, le monde y travaille, le monde va à l'école, le monde va à l'université, n'importe où dans le monde. Peut-être dans la ville où la course sera, c'est pas la même chose, mais partout c'est comme ça. Pour la télé, la qualif c'était important. C'est comme ma fille, la plus vieille, dit maman, la qualif c'est quand? Vendredi. Mais non, pourquoi? C'est l'école. Ça m'intéresse pas la course, ça m'intéresse la qualif comme d'habitude. Et ça c'est que je trouve dommage parce que c'est des temps d'antenne que le monde ne va pas pouvoir regarder. C'est difficile et pour toi aussi ça doit être difficile regarder la qualif vendredi matin ici pour nous. Parce que la majorité... Pas pour moi personnellement. Mais c'est pas pareil c'est pas pareil comme se lève un samedi tous les matins, prendre son café et dire ok, je me prépare pour la qualif, c'est pas pareil. C'est ça.
Et après la course, la chose qui me dérange le plus, c'est que ils mettent un plafond salarial, un plafond pour les budgets de l'année, pour les équipes, Mhm. mais ils mettent aussi une course sprint. Les choses qui n'étaient pas expliquées, c'est quoi qui va se passer avec les dommages. Parce que les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas d'argent. Ouais. As, William, il y a juste des rumeurs que ça serait la fond qui s'occupe de payer les dommages physiques. Qu'est-ce Mhm. qui se passe? En premier, ils ont offert monter les plafonds budgétaires pour couvrir, mais ça compte pas parce que les équipes disent oh, on veut pas un plafond, on veut pas on veut l'argent parce que si se passe quelque chose, un aileron de plus, et si ça casse comme ça s'est passé avec Bottas, qu'est-ce que tu fais les jours après pour la course? Ouais, ça c'est vrai. Mais C'est un point important aussi. ben oui, il y a le monde qui dit, ah mais oui, c'est sa faute, hein, il devait pas le casser. Mais c'est ça le problème, si tu veux le spectacle, les pilotes ils vont juste faire attention de pas casser l'auto. Et c'est juste si Hamilton y sauta en avant, il va rester. Ça va pas contribuir à faire de meilleurs spectacles, ça va juste contribuer à que les pilotes y aller comme à la Formule E quand il n'y a pas d'énergie, tout le monde il fait lentement pour arriver. tu, sais, tu sais de quoi je parle. On salue Jean-Éric Vergne qui a réalisé le tour le plus lent de l'histoire de la Formule 1. Et pour Mais marquer oui, des c'est points. ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça que, oui, ils vont essayer ça, les trois courses. Ça là que il y a quelqu'un qui va payer, mais ils n'ont pas dit c'est qui, mais c'est sûr que les équipes n'y assument pas. Ils n'assument pas parce que disent si une moto il casse, à quelqu'un doit payer pour ça. Ouais. Marc-André, toi, est-ce que tu es d'accord avec les courses sprint ou non? Ben, j'ai pas d'opinion parce que je ne l'ai pas vu encore. Mhm. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis enjoué de voir qu'un tel projet a passé à l'unanimité par toutes les écuries. On, on sait à quel point c'est difficile de prendre des décisions en Formule 1. Il y a toujours des écuries qui sont pas d'accord, qui mettent leur point à terre puis qui disent non, on n'essaye pas ça, on est un peu conservateur, on garde notre idée, puis on garde ça comme c'est, puis c'est parfait. Ferrari qui a le droit de veto. Ouais. Donc, il y a plusieurs choses qui font en sorte que le seul fait qu'on teste des courses sprint, ça me donne envie de les regarder puis de dire, gars, je m'ouvre à ça. Est-ce que je vais aimer ça? Peut-être que non. Est-ce que ça va être une lamentable échec comme les qualifications de 2016 ont Oh été? my God. Peut-être. Peut-être qu'après une course sprint, là, on va dire, OK, non, on regarde même pas les deux autres, là, c'était lamentable. Les pilotes faisaient attention, comme Anna-Maria disait, ils voulaient pas aller trop vite parce qu'ils voulaient pas se casser la voiture et tout ça. Donc, je vais laisser de la chance aux coureurs, les courses sprint. Moi, j'étais beaucoup plus enclin, et c'est peut-être moins sportif, mais à un inversement de grille parce que ça force les meilleures équipes à vouloir une meilleure position. Donc là, ce que tu fais, oui, c'est peut-être moins c'est pas sportif, mais ça donne du challenge aux meilleures équipes, puis ils sont obligés d'aller vite s'ils veulent dépasser leur adversaire. Bon, ça aurait peut-être pas se passer, puis c'est bien correct, c'est moins sportif et c'est moins tentant. Mais j'ai hâte de voir la course à Silverstone, honnêtement. C'est vrai qu'une qualification le vendredi, c'est peut-être moins intéressant pour plusieurs raisons différentes. Écoute, l'avenir va nous le dire si c'est une bonne idée, si c'est une idée qui va faire l'unanimité, encore une fois, après les 3 courses, si jamais on se rend jusque-là. Mais non, je suis heureux que tout simplement que les écuries se soient entendues entre eux, puis qu'on ait enfin pu essayer quelque chose. Puis juste ça, c'est une grande avancée pour la Formule 1, avouons-le. Oui. Et on va voir. Écoute, ça se peut très bien qu'après Silverstone, le dimanche, on se regarde puis on se dit c'était pas confiant. Ouais. C'est très possible. C'est très possible. Mais moi, mon opinion, bring it on. Bring it on.
J'ai très hâte parce que enfin, on va voir quelque chose de différent. Et comme tu l'as dit, Marc-André, c'était un vote qui a été fait à l'unanimité. C'est pas comme, justement, tu parlais des Entre qualifications. guillemets, hein. Ouais, ouais, on met Ah, entre parce guillemets. que c'est ça. Il y a des Quand même. équipes qui ont les votes, mais il faut suivre. Il faut suivre. C'est Ferrari, il faut suivre. Ah, ils n'ont pas totalement la unanimité. C'est ça. Mais, en quelque sorte, elle a fermé son micro. Donc, je vais rebondir un peu là-dessus. Euh, en fait, c'est ça. C'est parce que quand tu disais le 2016, les qualifications, ça a été imposé pour la saison au complet. Puis au bout de deux grands prix, on est revenu aux qualifications qu'on connaît. Mais là, on parle de trois courses tests. C'est des tests. C'est juste des tests. C'est ça. Et- Mais ça coûte cher pour des tests, hein. Ben oui, Oui. on sait pas. On sait Mais pas. c'est pour ça que je dis la unanimité, parce que, regarde, Toto Wolff, il est pas content. Il est pas content maintenant parce que, regarde, ça coûtait cher le dernier Grand Prix et ça allait coûter cher pour toute la session. Et si ça passe quelque chose pendant la course sprint, après, je te dis que son bras, il va tomber. Oh mon Dieu. Ouais, je pense qu'il va se faire mal à force de frapper les poignets, les tables, je veux dire. Mais il faut qu'on essaye parce que c'est vrai, j'ai vu tellement de commentaires négatifs à l'endroit de la course sprint, alors qu'on n'a jamais essayé ça. Je comprends, il y a des craintes concernant cela parce que, par exemple, est-ce que justement les points donnés pour la course sprint, ça peut déterminer l'issue d'un championnat un samedi et dévaloriser la course le dimanche. Cela étant dit, c'est pas comme si on avait dans ce cas-ci 21 courses sprint. Puis de toute façon, dans un cas comme Monaco, ça ne fonctionnerait pas. L'autre point aussi que j'aime, c'est parce que ça va valoriser un peu la journée du vendredi. Parce que, Oui. honnêtement, à part les vrais passionnés, là, les vrais de vrais de exact. vrais, qui a Sur envie place. de regarder 2 séances d'essai? Déjà, la première Moi. est personnellement inutile. Personnellement, je la trouve inutile parce que... Pour les fans, parce Mais que non, mais non, mais ils font non. des tests avec les grosses... Mais c'est comment sûr on que de appelle ça, toute mais- façon, les pratiques, ils passent pas à la télé d'habitude. Au moins, En France. quelque chose pour les pays plus passionnés, mais ça se passe pas trop à la télé. Ici, RDS, il passe même pas maintenant parce que je prends RDS web, ils me donnent les caméras, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien. Mais c'est sûr que ceux qui sont pas passionnés, ça change rien parce qu'ils vont même pas comprendre c'est quoi la qualif non plus. Ils vont pas au circuit parce que j'ai trouvé que ça marchait très bien maintenant. On va au circuit le vendredi et les autos ils sont obligés à rouler, ça roule, c'est Ouais. bien. On a l'opportunité de voir beaucoup de choses, de voir des erreurs. Mais si tu es là dans le circuit, à part ça, c'est sûr, tout ce qui est les Grands Prix, c'est les courses qui vont après les essais, Ouais, les courses de soutien. qui vont contribuer la course de soutien et ça tue un peu aussi le temps pour les courses de soutien parce que c'est pas pareil préparer les circuits pour une course Non. qui est Pas Pas vraiment d'accord. d'accord. Non. Pas vraiment d'accord. et non, mais parce que quand il y a une course, il faut pas que avant la course, une heure avant, personne pour rouler parce qu'il faut que la piste soit bien et était prêt. Il ne peut pas retarder la course parce qu'il y a un gros accident de, je sais pas, la Ferrari Challenger ou quelque chose comme ça. Ben, Mais que c'est pour je ça vais qu'ils laisser ne le font pas Marc-André de courses répliquer. exprès comme ça les dimanches. Je Jim. comprends les craintes, mais avouons-le, pour le spectateur sur place, c'est Oui. un énorme cadeau. Parce que, bon, moi je suis un fan fini, donc la journée du vendredi, c'est une belle journée parce que c'est la première. Tu commences à voir les voitures rouler, mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Puis ce qui vient de créer tout simplement, c'est
Mais on un a le enjeu temps d'aller à faire chaque les jour. tours des boutiques et tout ça. Ben, tu vas Ouais. avoir le temps quand même. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est un enjeu important, la qualification, dès le vendredi. Ensuite, puis, ce qui est beau, je crois, dans tout ça, c'est que peut-être que la course le samedi va être plate puis que ça va être décevant. Mais quand même, ça reste que la valeur de la qualification ne va pas baisser. Elle va être aussi importante le vendredi que le samedi parce que, justement, si tu veux pas devoir dépasser des gens durant une course sprint, tu vas essayer d'être à l'avant pour être sûr de t'assurer d'avoir la première position. Donc, j'aime le fait qu'il ait réussi à garder la qualification normale, qu'il ait réussi à garder la valeur intacte d'une qualification, tout en mettant un enjeu très important. Mais il fallait qu'il fasse la qualification quand même, parce que comment est-ce qu'ils vont faire un course sprint, pas qualification, il faut faire une qualification de toute façon, de une ou autre façon, il fallait le faire. Mais la seule chose que je trouve pas... De toute façon, j'aime pas ce format, mais si tu mets c'est une course, on va donner la moitié des points qu'on donne jusqu'à les top 10. La qualification, c'est pas la course, ça encourage vraiment les équipes. Mais quand tu dis que ça c'est la qualification, je sais pas, pour moi c'est difficile, il faut faire un qualif dans toute, tu dis, la course sprint c'est la qualif, ok, ça casse ou ça passe. Ben, c'est ça, c'est parce que, en gros, ça, pour les pilotes qui ont du mal à se qualifier, ça leur donne, disons, une deuxième chance de mieux se placer sur la grille de départ pour la vraie course. Je parle, par exemple, d'un Sébastien Vettel qui n'a pas atteint la Q3 en 15 Grands Prix. Dimanche, le samedi, ça va leur permettre justement de bien se placer pour la vraie course. Ça veut dire ils vont pouvoir faire un très bon départ, bien se placer et aller marquer des points importants, ou qui sait, si la course devient on va dire par exemple un Italie 2020, ben ça pourrait peut-être pimenter un peu plus la course de dimanche. Donc tu veux répliquer, Marc-André? Lance Stroll, qui a des difficultés encore aujourd'hui. Oh, finalement, c'est bien meilleur les qualifications sur un tour. Non. Mais imaginons, Lance Stroll réussit à se qualifier durant le vendredi à la 9e position. Une qualification un peu ratée sur un tour. Encore une fois, il décide de faire la stratégie d'un tour parce qu'avec Lance Stroll, c'est toujours la même chose. C'est un peu mieux cette année. Puis que Lance Stroll réussit un départ magnifique comme il peut le réussir durant le samedi. Il se ramasse 3e. Ça peut être payant pour notre Canadien quand même. Oui. Tu rêves, mais si à la place de Stroll, ça va être Russell, Mazepin, qu'ils vont qualifier 5e, 6e. Tu attends la sortie le dimanche, ça va être spectaculaire. Ouais, c'est ça. Ouais, aussi. c'est ça. Et c'est ça aussi, parce qu'ils veulent créer ils veulent pimenter un peu plus la course de dimanche pour rendre ça moins prévisible. Parce que, soyons honnêtes, c'est sûr qu'on aura encore des Hamilton, Verstappen, Bottas. Mais oui, mais c'est pour ça il faut changer la réglementation, l'auto, la réglementation technique. Mais qu'est-ce qu'on s'attend? C'est les mêmes autos depuis 2014. C'est les mêmes qui gagnent, ils n'ont fait rien, mais c'est ça. On ne peut pas faire. L'auto, c'est les mêmes, même si on les change les règles dans la piste, c'est les mêmes qui finissent pour gagner tout le temps. Mais c'est ça, c'est pour ça aussi qu'il y a les voitures de 2022, parce que on veut rapprocher un peu plus les voitures, être sûr qu'ils vont pouvoir se suivre et effectuer des dépassements. D'ailleurs, ils vont quand même continuer à utiliser le DRS. Alors, j'ai l'impression qu'avec ça, on veut rendre ça un peu moins prévisible. Et moi, je pense aussi que si ça peut
si ça peut donner des courses un peu plus excitantes, des courses un peu plus excitantes sur des circuits où on a l'habitude de faire des siestes dans notre cas, comme par exemple la Russie ou Abu Dhabi, ben tu vois, ça peut être une bonne chose parce que Mais c'est pareil à nous, parce que Russie, avec la course esprit, ça va être pareil. Ça change pas les circuits, c'est juste que c'est pas. et c'est pour ça que 2022 est là parce que peut-être C'est ça. C'est on pas sait la pas. course sprint qui va changer les choses, c'est la réglementation, la voiture. Et c'est ça aussi peut-être le truc qui me dérange un peu, ça va être justement le coût financier et le coût humain de ces courses sprint parce que si jamais il y a un accident, ça va peut-être causer des problèmes pour la course, mais peut-être ils vont s'arranger. Puis comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de définitif. Si jamais ça marche pas, je dis pas peut-être pas après Silverstone parce que je pense que ce serait un peu trop injuste de dire après une course, bah, c'est plus intéressant. Mais peut-être Monza si jamais c'est le cas. Peut-être lors de la deuxième course sprint, on peut dire, bah, si jamais ça n'a pas fonctionné, là on peut dire on peut annuler. Mais après une course, je me dirais ce serait jeter la pierre un peu trop vite. Puis Mais est-ce ça que dépend. c'est le choix du Brésil est stratégique aussi? Parce Le qu'il Brésil n'est pas sûr de pouvoir accueillir le Grand Prix. Ouais. Si tu le mets sur un Grand Prix qui n'est pas trop sûr, check, ça n'a Ouais, pas fonctionné à Silverstone, ça n'a pas fonctionné à Monza, mais check, ça vient d'enlever le poids de la Formule 1 d'annuler cette idée. Mais je pense que en ce moment, ça sert à rien de critiquer. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, on va voir. C'est un test. On va apprécier ou pas. Puis, ça fera pas l'unanimité non plus chez les fans si jamais ça passe, ça c'est sûr. Mais j'aime le fait que la Formule 1 teste des choses. Ça arrive rarement. On l'a vu en 2016. Ils ont décidé de prendre une décision un peu stupide, on va le dire. Puis, ils ont eu aussi le cran de revenir en arrière, ce qui est pas rien pour une compagnie quand tu regardes ça. Bon, c'était une force majeure, on va se dire que c'était complètement raté. Aucune voiture roulait, mais je pense que il y a de l'espoir de voir des changements en Formule 1 avec de telles décisions. Puis si ça fonctionne pas, ils vont voir l'écran dire que ça n'a pas fonctionné. Les écuries vont mettre leur point à terre. Puis nous, on va retourner à la bonne vieille qualification. Puis sûrement que je vais m'ennuyer du format d'aujourd'hui dans quelques années si jamais les courses sprint deviennent traditionnelles. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple? Les courses sprint, ça fonctionne. Est-ce que vous seriez enclin à avoir quelques courses sprint à chaque année? Admettons, 3 fois dans l'année, tu as des courses sprint, puis le reste, c'est des qualifications normales. Si jamais le format est intéressant. Mais ça dépend, hein, parce que je dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de enjeux. Tu peux pas comme mettre un plafond budgétaire et couper les coûts et en même temps faire une course de plus. Fait que oui, si ça fonctionne, j'imagine qu'on aimerait ça, mais là, finalement, on a fini pour c'est beau, c'est pas beau, mais et là, mais la course sprint, c'est la même chose. Ça dépend des conditions, mais je pense que oui, les fans ont critique, mais c'est plutôt les équipes qui vont faire les choix à la fin. Ils vont regarder c'est combien ça coûte. J'ai fait une course sprint de plus. J'ai fait avant c'était une course, maintenant c'est deux. Pourquoi j'ai l'impression que les écuries vont, comme par magie, aller dans les meilleures écoles de comptabilité pour trouver leurs employés? Mais oui, c'est ça, parce que tu sais qu'est-ce qui se passe pendant une course, les risques les plus graves risques, c'est toujours dans le départ. C'est dans le départ que tout ça casse.
Mhm. C'est pas combien de temps c'est la course. C'est toujours les grosses cases, ça se passe dans le départ. Mais c'est là qu'on va regarder. On va faire 3 départs, on va voir c'est combien d'alerons ils vont casser, combien ça coûte. Et je pense que c'est les équipes qui vont dire, ok, ben, on fait des courses, mais il faut monter. Mais là, c'est les petites écuries qui vont être C'est- fâchées. c'est- Donc, non, mais c'est pas juste les petits, hein, les grands aussi, ça fait mal aussi à Ouais, ça Mercedes. va faire mal à Hein. tout le monde. On dit les non, ouais, petits, je on pense dit que si on monte le plafond salarial, c'est à ce moment-là que les petites écuries vont non, être fâchées. Donc, Mais ça va C'est- être le c'est cas juste- déjà. Ça va être le c'est pas cas. juste. oui, C'est ça pas va être- juste oui, c'est pas déjà juste un les peu plafonds inégal. salariales qui doivent monter, il doit monter aussi qu'est-ce qu'ils donnent à les équipes à chaque année. Parce qu'il y a aussi la prime pour des équipes historiques, il y a celui qui gagne, celui qui a des points et tout ça. Fait que c'est ça que si ça coûte cher, je cette pense fameuse que prime historique. à la fin c'est des business. Mais en même temps, je pense que la Liberty Media, la FOM, va probablement essayer de ménager en fait les écuries parce que c'est sûr que il y a toute cette question Ouais. concernant les statistiques parce qu'on s'entend, ça va être pour moi, ça va être une pole position. Le pilote qui va gagner la course sprint c'est une pole position pour moi. Donc, je pense que côté financier, il y a, comme je l'ai dit, le budget, le plafond salarial, pardon, va essayer, je pense que ça va je pense que soit ça va augmenter ou rétrécir, si je me souviens bien, mais je pense qu'ils vont essayer, ça va rétrécir. Mais je pense que ils vont essayer de ménager les écuries aussi. Vas-y, Marc-André? Savez-vous, je crois qu'en ce moment, ce que Liberty Media tente de faire, c'est de continuer l'effervescence sur la Formule 1 chez les jeunes. Ouais. Avec une série comme Netflix, on l'a vu, il y avait une statistique, c'était plus de 75% des gens qui écoutaient la série Drive to Survive étaient des jeunes entre 16 et 36 ans. Moi, j'ai des amis près de moi qui ont commencé à écouter la Formule 1 à cause de Drive to Survive. Et je crois qu'en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent le format actuel, puis ils voient que le dimanche, ça dure 2 heures. Les jeunes ne sont pas en train habituellement à rester devant leur écran pendant 2 heures. Ils ont des jeux vidéo, ils ont d'autres séries à écouter. Donc, je crois que ce qu'ils tentent de faire, c'est que le samedi, ça va être une course de 14 tours, à peu près 15 tours selon le Grand Prix. Ben, c'est intéressant à regarder, parce que ça va durer quoi? Peut-être, on parle de 60 minutes, peut-être 1 heure, même 30, moins. 30 minutes, sûrement. 30 Donc, minutes à peu près. c'est rapide. Mais si les courses, puis c'est pas assuré qu'ils vont être intéressantes, ça, je vous le donne. Mais si les courses sont passablement intéressantes, ça va intéresser les jeunes, puis peut-être qu'ils vont réussir à les pêcher pour le dimanche. Puis Je les pense garder que à 5 ans. Donc, je pense que c'est une suite d'idées il y a qui va juste. former les jeunes à suivre la Formule 1. Je pense qu'ils ont pris ton. Ce que tu disais l'année passée, c'est la pandémie, c'est un bon moment pour tester des choses. Je pense que ils vont faire ça juste pour tester des choses. Il n'y a pas de public dans les circuits que maintenant la majorité des courses c'est à week close. Fait que faire une course, ça donne Silverstone, il va y peut-être avoir plus. Ouais, Silverstone va avoir des fans. Oui. Beaucoup moins, mais quand même. Beaucoup moins, mais c'est pas pareil. Mais maintenant, il y a d'autres courses, mais il y a pas si de fans, fait que c'est le moment Mais de c'est le moment tester d'essayer, exact. tester des choses. Ils vont tester, ils vont avoir des matériaux pour Une raison Netflix, c'est ça. Ils vont Une raison c'est de ça. plus pour être heureux. Il faut, mais c'est ça. L'an dernier, j'étais très insatisfait de l'attitude de la Formule 1. Maintenant, ils me donnent 3 courses qui sprint quand même. Ouais, tu Mais vois. oui, mais c'est le moment de tester, mais je pense que quand les choses ils vont revenir à peu près à la normale,
ils vont plus regarder ces affaires. Ben, tiens, justement, il y a une série, et on va faire le saut tout de suite. Il y a une série qui, justement, utilise un format très court pour ses courses, et c'est la Formule électrique, parce que c'est 45 minutes plus un tour. Pas de batterie. Et oui, et il faut qu'il y ait de la batterie, parce que ça n'a pas été le cas lors de la course 1 du hybride de Valence. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe, oui, parce que ça a été le cas, pour vous mettre en contexte, c'était une course qui était disputée sous la pluie et pour pas la première fois qu'ils font sur des circuits permanents, en fait. Et c'est pas la première fois sur la pluie non plus. Hein? Et c'est pas la première fois sous la pluie, mais cette fois-ci, mon Dieu, ça a été quelque chose d'assez anormal parce que Nick De Vries a gagné la course sur Mercedes, mais il a profité de la panne de plusieurs écuries pour gagner cette course, entre autres du meneur Antonio Félix d'Acosta sur Techeetah. Donc, ça fait mal encore. Et ça fait mal encore. Donc, il a gagné la course. À l'origine, c'était supposé être Oliver Rowland sur Dams et Alex Sims sur Mahindra. Mais ils ont été disqualifiés parce que dans les règlements, vous ne pouvez pas compléter la course avec 0,0% d'énergie. Alors, ils ont été disqualifiés. Nico Müller pour Dragon Penske a terminé deuxième et Stoffel Van Dorn sur l'autre Mercedes Oui, c'est ça. Mais qui a fini troisième. C'est ça qui me faisait plus de mal. C'était, à la fin, c'était l'anticourse. Parce que tous les pilotes qui ont coursé pendant toute l'épreuve, ils ne pouvaient pas même pas ramasser des points. Il y a presque personne qui arrivait avec de l'énergie. Et je pense que oui, on peut blâmer. Bien sûr, les équipes, ils n'ont pas fait une bonne gestion d'énergie, mais en même temps, c'est toutes les équipes. L'ADN de la F. C'est toutes les équipes aussi. Si c'est une équipe, on dit oui, ils ont mal gestionné, c'était pas bien, on sait qu'il faut gestionner ça, mais aussi, il n'était pas clair à la fin. La chose qui est moins aimée, c'est que la directive n'était pas claire parce que toutes les équipes ils pensaient qu'ils pouvaient finir. Et nous, on voyait ça dans l'écran et on dit, ben oui, il y a assez de batteries pour finir. Mais quand ils se sont enlevés, un 15%, et tout le monde y est tombé à plate. Ben c'est ça, c'est parce que c'est dans les règlements qu'il faut que la direction de course doit réduire le kilowattage parce qu'il y a eu 5 voitures de sécurité lors de l'épreuve. Et à chaque fois, il baissait. Et c'est peut-être ça aussi c'est peut-être ça qu'on pourrait revoir. Est-ce que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui est à revoir. Pas nécessairement enlever le kilowattage. La directive d'enlever le kilowattage parce que c'est quand même une question de gestion de batterie, mais ce serait par exemple de limiter peut-être comment je dirais ça, la réduction de batterie. Parce que j'en parlais justement avec Bertrand Godin en live sur Facebook. Lui, il proposait, je pense, qu'après, par exemple, 2 ou 3 interventions de la voiture de sécurité, là, on arrête de réduire ça pour que tout le monde puisse finir et éviter une panoplie de disqualifications parce que dans le classement final, il y a 9 voitures qui ont été classées sur les 24. Donc, c'est ça. Dans cette course, ce qui était le plus intéressant à la fin, c'était de savoir quel pilote allait finir la course. Et c'est pas normal. C'est que tu sois sur le bout de ta chaise pour voir quel pilote va réussir à finir. Écoute, le dernier 15% qui a été, je pense que c'est ça, à peu près tous les pilotes étaient à 18-17%. Oui, ils ont enlevé à peu près 12%, ce qui est énorme. Nick De Vries était la dernière, c'est 15% qu'on élevait. La dernière phase, c'était à peu près 15%. Ils ont élevé 15%. Énorme.
Et c'était beaucoup. Il devait, je ne sais pas, il devait prévoir ça, que tout le monde il va tomber à plat. Aussi que si pour que le monde comprenne bien, la Formule E, c'est pas la Formule 1, c'est pas beaucoup de monde, d'ingénieurs, non, c'est comme 4 ou 5 personnes qui sont là avec la voiture pour la course. Ils n'ont pas comme les grosses beaucoup d'ingénieurs pour calculer tout de suite c'est combien, fait que ça aussi devient compliqué. Puis, Vas-y, Abdou. oui, puis aussi ajouter parce que, et ça aussi c'est peut-être quelque chose, moi qui m'a fait mal parce que c'est vrai que c'était une farce, mais c'était malheureusement, ça donnait des armes supplémentaires à tous les dénigreurs de dire que la formule électrique c'est une joke alors que ça ne l'est pas. C'est juste une série qui est différente et qui veut faire changer les choses. Alors, et je dois dire aussi, en Formule, dites pas, c'est une farce, la Formule 1 a connu des épisodes bien pires que cela en 70 ans. Mais oui, Donc, allez pas jeter, allez pas lancer des pierres à la Formule 1 quand la Formule 1 a été bien pire que ça. Vas-y, Marc-André. Quand je regardais ce spectacle qui était pratiquement rigolo, là, c'était un peu inusité et tout ça, je me disais, peut-être que la FE aurait dû, pas prévoir, mais il pourrait avoir une petite clause dans le règlement que si toutes les équipes sont à, je sais pas moi, à 18%, c'est peut-être pas une bonne idée de baisser de 15%, puis qu'à la fin, on voit le résultat que ça donne. Je sais pas si... Il y a comme un moment où peut-être la FE aurait dû voir que bon, c'est peut-être pas une bonne idée de baisser. Je comprends que c'était pas dans le règlement, mais le feeling de course, ça peut être important dans un cas comme ça parce que c'est malheureux, mais c'est la FE qui s'est tirée dans le pied en baissant les kilowattheures. Donc, il y a peut-être ce petit aspect-là aussi. Mais aussi... oui, c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal le plus, que c'est eux qui ont baissé les pourcentages. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas parce qu'il est dans les règlements, mais aussi il devait prévoir après 5-6 cas, il devait prévoir que quelque chose va se passer. C'est bien, on dit la Formule 1, il y a beaucoup d'épisodes comme ça à peu près pour essayer des choses, mais j'espère qu'ils vont apprendre. C'est jeune la catégorie. J'espère qu'ils vont apprendre après ça, mais ce que j'aimais le moins, c'est que les jours après, on voyait les pilotes, ils se suivaient. Et se suivaient tout le long, personne ne voulait qu'on pas prendre la chance. C'est ça, Lee était comme, ok, il suivait, il tenait le coup parce que c'est ça ce qu'ils donnent après. Personne course. Ils vont pas courser, ils vont juste gestionner. Et puis aussi, justement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir honnêtement, je dois dire, à la défense de la FIA aussi. C'était quelque chose qu'on pouvait pas prévoir parce que il pleuvait et évidemment il y avait des pilotes qui étaient restés pris dans le sable, les yeux dans l'eau. Leur rêve n'était malheureusement pas très beau, pour ne pas citer du rock voisine. Mais c'était quelque chose qui était aussi imprévisible. L'arrivée de voitures de sécurité, c'est pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Lors de la course 2, ils ont dit qu'ils ont évité parce que Jake Dennis, le vainqueur sur la BMW, le 19e vainqueur différent en 75 courses de Formule E, a, disons, été obligé de ralentir pour activer le dernier tour parce que sinon c'était 2 tours de plus, puis on allait avoir le même scénario que la veille. Alors, et en plus, c'est sur un circuit, bon, qu'ils connaissent relativement parce qu'ils ont fait les essais à Valence, mais c'est une configuration différente. Mais c'est sur un circuit permanent. C'est pas parce que normalement les formules électriques se déroulent en ville, comme on l'a vu à Montréal ici. Mais évidemment, ils vont retourner
à Puebla, qui est Puebla, en Mexique. à Mexico. Ils allaient déjà au circuit à Manos Rodriguez à Mexico City. Alors, c'est pas quelque chose qui sont... c'est ça, je pense, ils peuvent faire le test, ils peuvent faire un mélange de circuit urbain et de... Ils vont faire permanent. Monaco aussi, les mêmes circuits. C'est ça, dans 2 semaines, ils vont faire Monaco. Les circuits de F1 un peu coupés, mais Ouais. il y a à peu près les mêmes. Mais comme vous avez dit, ils ont mis une balle, ils ont donné une balle dans les pieds parce que c'est ça. Ils ont fait ça en plus dans un circuit qui font plein de tests, qui connaît déjà, et en plus, ça y avait déjà arrivé. Pendant des tests, pas dans la même configuration, mais avait déjà arrivé. C'était testé en plus. Exact. Donc, Mais que c'est ça, c'est dommage. J'espère qu'ils vont apprendre. On va leur donner la chance. Mais j'aimerais pas ça qu'on continue à faire des cours. Juste les pilotes, et ils sont en train de gestionner, faire attention, pas courser beaucoup. Et à la fin, celui qu'on retrouve en avant, c'est lui qui a plus de batterie. c'est ça. Et de toute façon, ben, comme vous l'avez dit, ben, on retourne à Monaco dans 2 semaines, mais je pense que c'est sûr que ça a été la farce de la semaine, mais je pense que au moins la semaine le lendemain, on a évité de peu la catastrophe, mais On était presque. on était presque. Donc, il n'a fallu que de Jake Dennis pour ralentir le tout. Donc, d'ailleurs, il a gagné la course, sa première victoire en Formule 1. Il est une recrue. Et puis, si jamais vous voulez regarder le 8 mai, samedi le 8 mai, c'est le Prix de Monaco. Sur le circuit, comme Anna-Maria l'a dit, sur le circuit de Formule 1, mais avec quelques modifications. Et pour conclure, on va parler de IndyCar parce que ce week-end, c'était... Ben, en fait, le week-end dernier, c'était le Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg. Colton Herta pour Andretti a remporté la course. Il a mené 97 des 100 tours. Il a été très, très dominant. C'est sa 4e victoire... en fait, dans la série IndyCar. Il a 21 ans. Il est très, très bon. Il y a Joseph Newgarden qui avait gagné les 2 dernières épreuves, qui a terminé deuxième, des 2 dernières épreuves à Saint-Pete, qui a terminé 2e, et Simon Pagenaud avec sa voiture dorée, qui a fini 3e. Chez le recrue, évidemment, il y a Romain Grosjean qui a eu, disons, une course relativement un peu compliquée. Il a tapé le mur à quelques reprises, alors qu'il se battait avec Will Power pour la 19e place. Donc, il a terminé 13e. Ensuite, il y a Jimmy Johnson, l'autre recrue qui a terminé avec 5 tours, une course un peu plus difficile. Et Scott McLaughlin, qui a été la meilleure recrue avec une 11e place. Mais ce qui a fait parler, en fait, cette semaine, ce sont les propos de Mario Andretti, puisque la légende de la course automobile a déclaré que Colton Herta... il voit Colton Herta en Formule 1, mais probablement avec des équipes de haut plan, comme des Ferrari et Mercedes. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible de nos jours de voir un pilote IndyCar faire le saut en Formule 1? Parce qu'on connaît, évidemment, on voit l'inverse avec les Marcus Ericsson, Grosjean et compagnie, mais est-ce que vous pensez que le chemin inverse est encore faisable de nos jours? Ça dépend. Ouais. Ça dépend parce que, regarde, Alexander Rossi, il essayait en Formule 1, mais de nos jours, ça coûte très cher arriver à la Formule 1. Et suivant les pilotes, il faut qu'ils apportent quelque chose. Les équipes, si tu n'es pas les super pilotes, Hamilton, Vettel, Raikkonen, il faut apporter des sous tout le temps. De quelle façon, sponsor, n'importe quoi. Mais pour les pilotes d'IndyCar,
c'est plus pageant des fois rester en IndyCar parce que ça Exactement. gagne plus, ça donne de l'argent. Il y a des pilotes qui peuvent vivre avec faire à temps partiel, 4 courses, 5 courses, c'est ça. Fait que je pense que pour que ça se passe, il faut que ça soit intéressant l'offre de côté F1. Mhm. Oui, exactement. Et avant de laisser parler Marc-André, c'est vrai ce qu'Anna Maria dit parce que il faut pas oublier que les pilotes d'IndyCar ont droit aussi à des points de super licence. Et Colton Herta, lui, je pense, selon les derniers calculs, à peu près quoi, 39 avec si on compte le fait que avec la FIA avec la pandémie a décidé de mettre les 3 dernières années, excluant 2020, comme étant ce qui était possible pour les points de super licence. Il vous faut 40 points pour obtenir un volant en Formule 1. Le vainqueur de l'IndyCar a droit justement à 40 points de super licence. Donc, un pilote comme Scott Dixon, Joseph Newgarden, si dans un monde utopique, pourrait aller en Formule 1, mais ce ne sera pas le cas. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et même l'Indy Lights, qui est un peu la Formule 2 de l'IndyCar aussi, vaut des points, beaucoup moindres que la Formule 2 évidemment, mais ça compte pour des points de la super licence de la FIA. Mais Donc, c'est pas ça qui fait les poids, c'est juste l'argent, parce que regarde, comme Alexander Rossi était en Formule 1, ensayé, mais il n'y avait pas l'argent pour rester, mais il revient à IndyCar, il tombe une auto, il gagne de l'argent, en plus il a gagné la Indy 500 qui donne un bon prix. Mais je pense que pour les pilotes qui arrivent, les pilotes comme ça, c'est plus intéressant rester. Parce que tu dis, si je reviens à la Formule 1, en plus qu'il faut qu'il y apporte quelque chose, c'est plus dur aussi. C'est plus dur au niveau de stress, au niveau de médiatique et tout ça. Fait que ça dépend, je dis. et toi, Marc-André, qu'est-ce que tu penses de tout cela? Je pense que vous avez pas mal répondu. Financièrement, c'est très difficile, mais je crois que ça ferait des belles histoires quand même de voir un pilote partir de l'IndyCar pour s'en aller en Formule 1. Si le potentiel est là, ce serait dommage que l'argent soit la seule raison, mais on connaît. On connaît la Formule 1, c'est toujours la même chose. C'est malheureux, mais ça fait partie de l'unicité de la Formule 1, ça fait partie de l'histoire de la Formule 1. Il faut de l'argent, malheureusement, pour le faire. Puis, c'est ça. Je crois que pour l'histoire, ça serait intéressant de pouvoir le vivre et qu'un pilote soit capable de quitter l'IndyCar avec de bons sponsors, un peu comme Perez avec ses sponsors mexicains. Là, on est dans l'hypothétique, c'est pratiquement impossible, mais ce serait plaisant quand même. Mais ça serait bien, mais ça doit être intéressant pour les pilotes parce que regarde, Pato O'Ward était recruté por Red Bull. Y alargué Red Bull pour revenir à IndyCar avec McLaren. Parce que pour lui, c'est plus intéressant. Et aussi Zach Brown, qui s'occupe aussi non seulement de l'écurie de F1, mais aussi de l'IndyCar, de l'équipe IndyCar, a proposé un test à Pato O'Ward pour lui dire, si jamais tu gagnes un Grand Prix au cours de l'année, tu vas avoir un test, avec en Formule 1. Et il est vraiment sérieux. C'est pas quelque chose qui est du genre c'est juste un test de fantaisie. Non, je pense qu'il y a une idée derrière cela. Puis aussi, moi personnellement, je pense qu'on devrait arrêter ces histoires de dire si un pilote d'IndyCar est bon, il faut qu'il aille en Formule 1, parce que les équipes qui pourraient le prendre ne seront pas forcément Ferrari, Mercedes, Red Bull. Oubliez ça. Même McLaren à la limite, mais ça dépend. Parce que Colton Herta il est talentueux. Juste la manière dont il a gardé son calme. 2 de ses 4 victoires ont été sur des dominations. Celle de dimanche à Saint-Pete et sa première victoire à Austin, au Circuit des Amériques.
Le truc, c'est parce que en IndyCar, tout le monde peut aspirer à une victoire en autant de bien maîtriser la voiture qui est très difficile à conduire comparé à une Formule 1. Et juste avoir la main de Herta, justement, où il avait des ampoules, la peau s'arrachait, là. Ouais. C'est très compliqué. Puis, il a une chance de gagner. Alors que s'il va en Formule 1, il va probablement avoir à se battre pour des 14e, 15e places. Et évidemment, c'est pas tout le monde qui sont des Montoya ou bien des Jacques Villeneuve qui sont passés par là. Mais c'est pas la même, c'est juste que c'est pas la même époque non plus. C'est ça. Avant les pilotes, ils pouvaient aspirer, Montoya il pouvait aspirer à aller à F1, jusqu'à maintenant, ça est devenu tellement compliqué, parce que tu vois, il y a les gens à IndyCar, Alex Palou. Oui. Alex Palou, je connais, ça fait 2014 à peu près, il était un petit jeune, et je l'avais fait une interview, il demandé c'est quoi ton rêve, tu veux faire quoi, tu allais, il m'a dit bien sûr, et tous les pilotes ils rêvent aller en Formule 1, mais moi oui, comme tout le monde, je voudrais aller en Formule 1, mais je vais plutôt être un pilote professionnel. Voilà. Ça n'importe pas ce qu'est la voiture, c'est ce que je veux. Et quand je le vis à IndyCar, je dis, ben, c'est ça, c'est lui. Regarde, il a rentré l'année passée, il a déjà gagné une course à IndyCar. Oui, il a gagné la première course de la saison à Birmingham. Et puis c'est ça aussi parce que je vois les gens, ils disent, s'il est bon en IndyCar, il doit être bon en Formule 1. Sébastien Bourdais, quadruple champion de Champ Car. Malheureusement, ça n'a pas été de la joie avec Toro Rosso. Cristiano D'Amata, un de mes pilotes préférés dans la série de Champ Car. Malheureusement, ça n'a pas été la joie dans une Toyota qui était en fait en bas de peloton. Puis pourtant, D'Amata, c'est un pilote que j'ai adoré au début des années 2000. Ça n'a pas été facile. Mais regarde, Buemi, c'est un grand pilote, il a gagné plein de courses à Formule E. WEC. Championnat du monde d'endurance qui commence ce week-end. De Le Mans, ouais. Mais pas en Formule 1. Exactement. Et c'est ça aussi, je sais pas si on avait fait un épisode justement, j'avais dit, je pense que les gens, oui c'est ça, c'était lors de la revue de l'année avec Marc-André, Ouais. j'avais dit, les gens devraient arrêter de voir la Formule 1 comme étant le top du top. Parce que c'est vrai, c'est le sport automobile le plus populaire au monde. Mais il existe d'autres championnats. L'IndyCar est un exemple. La Formule 1, quand ce sera bien établi tout ça, ça va devenir un très bon championnat. Le championnat du monde d'endurance aussi. Tom Christensen est une légende de la course automobile. Il a gagné à 9 reprises les 24 heures du Mans. Et est-ce qu'il est allé en Formule 1? Non. Il a fait quelques essais, mais il n'a pas participé à des Grands Prix de Formule 1. Jan Magnussen aussi, ça n'a pas été la joie en Formule 1, mais il a gagné les 24 heures du Mans dans la catégorie GT. Donc, c'est facile de dire que oui, c'est le rêve de tout le monde d'aller en Formule 1, mais il ne faut pas voir la Formule 1 comme étant le rêve ultime. Le seul chemin, C'est ça. Surtout seule les pilotes. Surtout les gens, les pilotes. Des fois, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des gens. Il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête juste la Formule 1 parce que ça peut s'arrêter là si faire la course professionnelle. Mais comme tu dis, il y a des pilotes il faut qu'ils regardent toutes les options parce que sinon c'est trop compliqué. Si tu regardes juste la Formule 1, ton rêve il peut aller briser. C'est ça. Trop vite. C'est ça, le rêve de la Formule 1 peut se briser en un instant. Écoute, je pensais j'ai tellement vu de pilotes. Je pense entre autres à Raffaele Marciello. Lui, c'était un pilote
à mon avis, avait peut-être une chance d'aller en Formule 1, peut-être avec Sauber, parce que c'est un pilote de l'Académie Ferrari. Après, il a tout simplement lâché tomber les monoplaces à roues découvertes et c'est un pilote maintenant qui roule en GT. Je pense entre autres à Robin Frenz, qui est présentement en Formule 1. Lui, il s'était battu justement contre Feu Jules Bianchi aussi. Et il avait le talent pour aller en Formule 1. Félix Rosenqvist aussi, qu'on voit en IndyCar. Très bon pilote. Monsieur Le Mans. Oui, ben André Lotterer aussi. Ouais. André Lotterer aurait pu aller en Formule 1, mais il a fait des tests, il a participé à un Grand Prix, mais disons sur des circonstances exceptionnelles. Mais lui a gagné beaucoup de fois les bois, qui a comme 4 fois 24 heures de Le Mans. C'était un bon... Exactement. Ou bien, si on prend le chemin inverse, on a parlé de Sébastien Buemi. Kamui Kobayashi aussi. Bon, d'accord, il a été un très bon pilote, mais il a gagné les 24 heures du Mans. Kazuki Nakajima aussi, avec Toyota, il a gagné les 24 heures du Mans. Gianmaria Bruni, qui n'était pas un pilote spectaculaire, qui croupissait malheureusement avec Minardi. Avec Ferrari, il gagne des courses aussi. Sam Bird, qui a fait des essais avec Mercedes. Il y a tellement d'exemples de pilotes qui ont essayé d'aller en Formule 1 et qui malheureusement n'ont pas eu le succès espéré. Je pense entre autres à un des meilleurs exemples qu'on pourrait dire, Jean-Éric Vergne. Il a connu une bonne carrière en Formule 1, et je pense aussi malheureusement que ça a été une erreur de la part de Red Bull de privilégier Daniel Kvyat à la place de Jean-Éric Vergne. Mais ça a été un gain pour le Français parce que maintenant, il est double champion de Formule 1 qui devient un championnat du monde. Donc, je pense que les gens devraient arrêter d'avoir cette perception de que ce soit la Formule 1 le top du top du top. Parce que tu peux être comme Tom Christensen, un des meilleurs pilotes de l'histoire du sport automobile en général, sans avoir nécessairement passé par la Formule 1. Comme AJ Foyt aussi, qui a gagné Indy, qui a gagné le championnat national de... Ben, en fait, c'est compliqué leur histoire de championnat aux États-Unis avec l'IndyCar, la kart, mais il a gagné à plusieurs reprises. Puis il a participé à 3 Grands Prix de Formule 1 sans avoir à se qualifier pour la course. Donc, en gros, je pense que les gens doivent dire... Pour paraphraser un peu cette citation de Stéphane Richer, il n'y a pas seulement que la fin dans la vie. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, puis je pense que ça a été assez chargé comme épisode en tout cas. Un petit rappel, dimanche, c'est le Grand Prix de Portugal à Portimao, évidemment, et nous serons en direct pour l'émission d'après-course sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à venir commenter en fait la course à chaud en fait. Marc-André sera là évidemment, je serai là aussi après la course, alors c'est un rendez-vous évidemment. Il y a aussi le championnat, on parlait du championnat du monde d'endurance. Pardon, ça commence ce week-end avec les 6 heures de Spa-Francorchamps. Vous pouvez regarder la course, je pense, sur l'application du championnat du monde d'endurance. Je mettrai le lien aussi. Si jamais ça vous intéresse, évidemment, ça coûte un peu d'argent. Et c'est tout pour nous pour cet épisode du Bulletin GP, en fait. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram @lebulletingp en un seul mot. L'épisode ainsi que les anciens seront disponibles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitch, TuneIn et toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Marc-André, Anna-Maria, un énorme merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Exactement. Alors, on se retrouve dimanche pour l'émission d'après-course du Bulletin GP. Et pour ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 74 du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Soyez prudents, restez en santé et ne pleurez pas trop. Le Grand Prix du Canada va revenir en 2022, on l'espère. Salut tout le monde!